Que tu sois fan de la USHL, de la WHL, de la OHL ou de la LHJMQ, ben, t'es à la bonne place. Bonjour tout le monde! 21 mai 2025. Nous sommes en soirée, la veille de la Coupe Memorial Street Scout Podcast. Pour probablement l'épisode numéro, j'ai aucune idée, 34, je pense, de la deuxième saison. Comme à l'habitude, je suis avec mon ami Brabant. Comment vas-tu? Ça va super bien, tout mon chum. Ça va bien également. La veille de la Coupe Memorial, nous y sommes. La fin de saison, elle arrive. Le repêchage arrive. Hey, dans moins d'un mois, le repêchage. Dans un mois. Un petit peu plus qu'un mois. Ouais, c'est 25 juin, je pense. La fin de semaine après notre chalet, je pense. Ouais. Ça a du sens. 2 semaines après, je pense. Ouais, 2 semaines. C'est lui, lui à Vandal. Ouais, dans le fond, c'est 14, 20, genre 27, 28. Bref. Dans cette fin de semaine-là. Donc, les finales de la WO et de la Q sont terminées. Avant d'en parler, je veux qu'on fasse une petite parenthèse. Hier avait lieu le 5e match, mais le match ultime, parce que dans la USHL, la série finale, c'est un 3-5. C'était la finale entre les Lumberjacks de Muskegon et les Blackhawks de Waterloo. Puis hier, c'était le 5e match. On avait quelques espoirs intéressants en 2025 sur la patinoire. Et dans un match âprement disputé, sur un but de Jake Chris, son 3e de la soirée, mais les Lumberjacks de Muskegon ont été couronnés champions de la Coupe Clark. Je crois que c'est la Coupe Clark, si je ne me trompe pas. C'était vraiment un bon match, là, âprement disputé, grosse prolongation. Dans les Lumberjacks, Ivan Ryabkin, qui est un espoir vu en première ronde au prochain repêchage, était sur la patinoire. Vaclav Nestrazil, un grand attaquant tchèque également. De l'autre côté. T'avais Lukas Radivojevic. Ah oui, je l'oublie tout le temps. Il y avait Luka Radivojevic, le petit défenseur slovaque, qui était également, mais je l'ai oublié. Je l'aime pas, moi. J'ai de la musique. Ouais, moi, je l'aime dans son inconstance qui me tanne un peu, là, mais dans ses gros matchs, je l'aime beaucoup. Dans les autres matchs, je trouve qu'il est invisible. Ouais. C'est un peu dur. Et tu sais, off-cam, on parlait de Alex Misiak qui était parti. Ben, Radivojevic a fait la même chose, mais il est revenu pour la finale. Radivojevic était au U18. Ah, c'est quoi? Il est peut-être revenu. que Misiak était blessé, là. C'est bon, peut-être. C'est bon. Mais tu sais, il disait que là, j'ai vu que Radivojevic avait joué juste 4 matchs en playoff. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Radivojevic a joué les deux. C'est vrai. Puis, du côté de Waterloo, mais il y a un défenseur à NICIP 2025 là, que je connaissais peu. Que je connais peu, bref. Brady Peddle, défenseur, était numéro 10 de mémoire des Blackhawks de Waterloo, a fait 3 passes dans la défaite. Un défenseur que je vais scruter à la loupe d'ici le repêchage. Les espoirs que j'ai vus peu dans la saison, mais là, je vais profiter du reste du temps pour les visionner davantage et compléter mes évaluations sur eux. Mais voilà, Brady Peddle m'a grandement surpris dans le match. Ryabkin, complètement absent. Ryabkin, un peu comme on en parle depuis le début de l'année. Il y a des podcasts qu'on en parle, puis hey, ça va pas bien. Au début de l'année, ça allait pas bien. L'année, il est arrivé en USHL, l'adaptation était difficile. À un moment donné, il y a un gros up. Puis on dirait que depuis son up, là, on a un match vraiment fort, un match vraiment faible. Un match vraiment fort, un match vraiment faible. Et dans le 5e match, hier, Mary Hapkin a été un vrai fantôme, a été complètement invisible, pour de vrai. Il fallait qu'on cherche la patinoire pour le voir. Aucunement impliqué, s'est laissé traîner les pieds. Bref, vraiment décevant comme match. Vaclav Nestrazil, moi, je suis un fan. Gros attaquant, grand attaquant, plutôt. 6 pieds 5, je pense 192 livres, là, encore très, très frêle. On le voit là, sur la patinoire qui manque de force physique, manque d'équilibre un petit peu, mais je vois bien le potentiel. Mais je vois également beaucoup Joël Armia en lui. Ça m'inquiète, oui et non, dans le sens que c'est un joueur national, là, mais je vois Nestrazil dans une projection plus généreuse qu'un Joël Armia, sauf que
Colin, que les deux joueurs se ressemblent. En protection de rondelles, même Nestrasil, il est plus rapide, par exemple, là. Mais les deux ont un bon lancer, bref. Je l'aime beaucoup. Radvojevic, je l'ai moins aimé. Il n'est pas capable de nous faire oublier son gabarit un petit peu. Tu sais, moi, c'est quand Aaron Kiviariou, je l'aime parce que quand je le vois jouer, mais bon, c'est pas la même ligue du tout, mais quand même. Mais quand je le vois jouer, je suis capable d'oublier parfois son petit gabarit. Je trouve en tout cas, qu'il compense bien par d'autres choses. Luka Radvojevic, même hier, là, on est USHL, on n'est pas dans la ligne d'Ontario du tout. Je trouve que son manque de physicalité, son manque de force physique affecte beaucoup son jeu. Ben, je suis d'accord avec toi dans ce sens-là, par exemple. Je trouve qu'il est plus à l'aise quand il y a pas de pression, mettons. Là. Quand les patinoires internationales, c'est là qu'on voit qu'il ressort beaucoup. Là. Quand les patinoires sont plus grandes, quand il est capable de transporter la rondelle. Très intéressant. C'est là que je trouve qu'on le voit beaucoup plus. Là. Quand c'est bien physique, je trouve qu'il s'efface beaucoup aussi de sa game. Moi, je te dirais que c'est un peu comme Ryabkin, je trouve que c'est des séquences. Admettons, tu le vois une coupe de game, tu vois des flashs offensifs de Radvojevic, transporte la rondelle, tu dis OK, il y a de quoi d'intéressant. L'autre game après, tu le vois pas partout, des erreurs dans sa zone. Ryabkin, c'est un peu le même principe où que je trouve pas que c'est un gars qui fait beaucoup d'erreurs, mais je trouve que souvent, comme tu dis, il se traîne les pieds, il est pas impliqué dans le jeu. Puis l'autre game d'après, ben man, il va faire genre 6 mises en échec, 3 mises en échec percutantes. Il va faire 2-3 one-timers qui vont rentrer comme genre le top 5 des meilleurs lancers sur réception de repêchage, des bas de main. Mais c'est quelque chose que tu vois une game, deux games, après ça, t'es 2-3 games sans rien voir, après ça, tu revois encore 2 games de lui. Fait que c'est un peu la constance qui me tanne dans son cas, parce que moi, en début de saison, c'est un gars que j'avais dans mon top 10 facilement. Mid, il s'est ramassé 20 cucks. Puis là, il flirte avec le 26, 20, entre 24 et 26. Tu le repêches encore. J'allais te poser la question moi, si tu le repêches encore en première ronde. Moi, je le repêche encore en première ronde parce que je pense que la constance, ça peut quand même changer. Là. Son éthique de travail, ça, c'est plus difficile un petit peu. La constance, ça peut changer, mais quand tu es russe, ouais, ça, c'est sûr que c'est un aspect qui peut jouer contre lui. Mais je trouve que le talent, il est là. Il y a le talent, puis il y a les qualités pour être un joueur drafté top 10. Mais il y a tellement il y a tellement des creux de vague quand ça va pas bien. Puis, il ne compense pas en ayant un jeu, admettons, un meilleur jeu défensif, un jeu plus physique quand ça va pas bien offensivement. On dirait que quand ça va pas bien, tout va pas bien. Il est comme effacé complètement. C'est ça qui me tanne un peu dans son cas. Mais je vois encore beaucoup le potentiel. C'est un Russe qui frappe comme lui, il n'y en a pas beaucoup, admettons. C'est un aspect différent d'un Russe classique, hein, que je dirais. Là, on est plus dans le Sourine. Là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est mon genre de joueur. Je trouve que Surin, il y a beaucoup plus de constance, par exemple. Oui. Non, je parlais au terme. Quand il est dans sa A-game au niveau physique. Puis même, je trouve qu'il peut être encore plus percutant qu'un Surin. Il est imposant physiquement. Il est solide. Là. Il est imposant. Puis, au début, je te dirais que l'année passée, quand on checké les matchs de Ryabkin, tu pouvais voir un mix de genre, sans dire que là, on sait Demidov, c'est une machine, là, mais on voyait beaucoup un mix de Demidov avec du Surin, tu comprends-tu? Ouais. Beaucoup de qualité offensive, mais des mises en échec percutantes comme Surin, tu dis écrit, c'est un beau mix que tu peux avoir. Là, on ne peut plus le comparer à Demidov d'un sens, puis il manque d'intensité qu'on ne peut plus comparer avec Surin. Tu es comme un peu dans le no man's land entre les deux. Là. Mais il a quand même pris la bonne décision là, après un début de saison, là, coup-ci, coup-ça en Russie. Là, il y avait de la misère à se placer, il y avait de la misère à trouver sa chaise, on dirait. Ouais. Bonne décision d'avoir pris l'USHL correct. Là. Puis, on en parle négativement, mais ça a fini le deuxième meilleur pointeur des playoffs. Il y a quand même eu des bonnes playoffs, mais on dirait qu'il ne s'est pas levé dans le match important, il ne s'est pas levé. C'est un peu la constance qu'on lui reproche un peu. Là. Ouais, c'est ça. C'est dur de parler en positif d'un joueur qui n'est pas constant. C'est parce que quand il est dans sa mauvaise game, c'est tellement frustrant de voir qu'un joueur peut te donner ça, mais qu'il te donne ça. Ouais.
Et là, pour les gens, l'audio, là, j'ai fait. Tu peux te Oui, donner. bah. Ouais, merci. Ça et ça. Ah, OK. Ah, je voulais, avant de passer aux séries au final de la CHL, j'ai été un peu déçu, je pense, en général, là, des espoirs 2025 lors du match numéro 5 hier. Mais il y a certains joueurs qui m'ont attiré l'œil, là. Mais premièrement, Jack Chris, là, qui a probablement joué la game de sa vie. Hier, à Muskegon, je ne le connaissais pas, man. À Manuel, je l'avais joué. Il a fait 3 buts. Son premier goal, man, il rentre dans la zone en vitesse, man. Il prend le défenseur en écran. Il te shoot un laser, man. Tac, top corner. Puis bon, finalement, il fait 3 goals après ça. Si je suis bien high, man. Je vais voir sur Elite Prospect, Jake Chris. Non, 19 ans, 17 points en 40 matchs. Ça, c'était le match de sa vie. Donc, ça va s'arrêter là, mais grosse performance dans le match hier. Mais il y a un joueur qui s'appelle Tynan Lawrence. Ouais. Hier, lui, là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment trouvé bon. Éligible au prochain repêchage. Ouais, c'est ça. Là, je l'ai vraiment trouvé bon. Puis là, ce nom-là, il me disait de quoi? Pour de vrai, là, il me disait de quoi? Je suis comme Tynan Lawrence. J'ai pas été capable de trouver. Mais hier, j'écoutais le match, puis j'étais comme Colin qui est bon, Colin qui est bon. C'était. Bon, moi, j'ai donné la première étoile à Jack Chris, hein, à Jake Chris, mais parce qu'il a fait 3 goals, mais ma deuxième étoile, c'est Lawrence. Espoir l'année prochaine. Ouais, j'ai dit prochain repêchage, mais c'était lui de l'année prochaine. Ouais, 2026. Ouais, j'avais compris. Puis en plus, il est né en août. Donc, on est dans les plus jeunes du repêchage. Ce joueur-là, cette année, meilleur pointeur des Lumberjacks de Muskegon. Frôle le point par match. Des grosses playoffs. Ça a été le MVP des séries dans la USHL. Puis, j'ai finalement trouvé où ce que j'avais entendu ce nom-là, c'est que les Saguenay de Chicoutimi l'avaient repêché. Il y a 1 ou 2 ans. Ça lui appartient aux Saguenay de Chicoutimi. J'ai fait mes petites recherches. Bon, pourquoi Lawrence n'est pas allé à Chicoutimi? Puis là, regarde mon. C'est ça avec toi qu'on a. Ah non, c'était chez nous l'autre fois. Tynan Lawrence appartient à Chicoutimi. Il a choix de première ou deuxième ronde il y a 2 ans. Mais Tynan Lawrence n'a jamais voulu venir à Chicoutimi parce que lui, il veut aller à NCAA. Sauf qu'avec le nouveau règlement, dernièrement, ça permettrait à Tynan Lawrence de faire le saut dans la LHGMQ l'année prochaine, son année de repêchage, pour ensuite aller en NCAA quand il sera prêt. Ça serait une Jésus de belle prise, ça. Oui. Puis en plus, je vais aller plus loin que ça. Caleb Desnoyers va se faire repêcher. Puis là, on parle de Chicoutimi, là, c'est probablement l'équipe la favorite l'année prochaine là, dans Q, là, en date d'aujourd'hui. Caleb Desnoyers, l'année prochaine, il va se faire de. Moi, je suis sûr de rester en haut. Là. Je pense qu'il a le talent pour rester en haut. Mais s'il descend en bas, les Moncton vont être un petit peu plus faibles. Les Saguenay de Chicoutimi vont aller chercher Caleb Desnoyers au Wildcats de Moncton pour regrouper, réunir Caleb Desnoyers et Émile Guité, qui ont fait la pluie et le beau temps ensemble, Midget 3. Vous l'aurez entendu 21 mai 2025 au Street Call Podcast. Sérieux, je suis pas mal sûr de ma shot. Ouais, moi, à moins que Desnoyers descendent l'année prochaine puis que les Wildcats sont bons, genre comme Drummondville ils ont été cette année, là, ils ont comme été hey, Chris, on est capable d'être bon encore une deuxième année de suite, une deuxième année consécutive. Bref. Voilà. Tynan Lawrence, un nom à surveiller. Puis il ne jouera pas USHL encore l'année prochaine, je ne peux pas faire. C'est le temps pour lui de monter une marche. Ah, puis tu sais, il va tout. Je pense que les Lumberjacks l'année prochaine, ça va prendre une drop aussi. Là. Je ne sais pas si tous les joueurs ils s'en vont NCAA. Ah, il y a tellement un gros roulement dans cette ligue-là, genre annuellement. Ouais, c'est fou. Tu sais, mettons, Nestrasil, c'est Massachusetts dans 2 ans. Dans 2 ans. Ouais, après ça, Radivojevic. Nestrasil, là, on va aller voir si Nestrasil appartient. Radivojevic, il part à Boston College l'année prochaine. Ouais, ça, ouais. Lui, c'est BC. Puis Ryabkin, il n'a pas rien fait encore. Puis Ryabkin n'est pas drafté dans CHL non plus. Non, Vaclav Nestrasil appartient au Pats de Regina dans la CHL. Donc, on pourrait peut-être l'avoir à Regina l'année prochaine, Nestrasil. Ben, je dis que c'est impossible qu'il joue à USHL l'année prochaine. C'est pas impossible. Il y en a qui le font. Là.
Mais Ouais. mettons que. Avec l'opportunité que tu peux aller dans le CHL, je pense que ça pourrait se faire. Tu as raison. Voilà, on close sur la USHL. Bravo au Lumberjack de Muskegon, nouveau champion de la USHL 2025. Parenthèse, c'est un Canadien qui vient du Nouveau-Brunswick. De qui tu parles? Lawrence. Oh! Encore mieux, je pense, peut-être. Ouais, c'est vrai, il est Canadien. Avant de passer à la CHL, je voulais juste lever mon chapeau à toi, mon ami. Alexandre Brabant, il a frappé un coup de circuit au début des séries. C'est des prédictions parfaites. On savait tous que l'Océanie de Rimouski, étant l'équipe haute de la Coupe Memorial, allait être du tournoi. Mais au début des séries, avant même que la première rondelle soit déposée sur la patinoire du premier match des séries, Alexandre Brabant avait prédit champion Madison at WHL, champion London OHL, champion Moncton dans Q. Ce sont des prédictions parfaites. Puis moi, là, Brabant, là, pour les gens qui nous disent, écoute, là, je le connais, c'est mon boy, c'est le parrain de ma fille, c'est le parrain de ma fille. D'après moi, au début des séries, si on lui avait demandé quelle était sa prédiction USHL, il nous aurait sorti Muskegon. Puis je suis pas sûr que oui, en fait. Je pense que oui. T'aurais fait Ryabkin. Ryabkin, all-in. Ouais, Muskegon. je pense que ça aurait fait ça. Mais l'année prochaine, on va embarquer la USHL dans les prédictions. De mon côté, je me suis... London, c'était quand même easy. On l'avait les deux. Moncton, on l'avait les deux aussi. Moi, j'avais Everett. Qui m'ont fait trop bon. La perte de Quarterback. Yes. Mais je le savais quand même lors de la prédiction, donc je ne peux pas me servir de ça comme excuse. Mais alors, bravo à toi. Merci, mon frère. Parlons-en. WHL. Les 4 équipes, Taco Memorial, Medicine-Hat, London, Moncton, Rimouski. On va vous dresser un portrait des 4 formations, commençant de l'ouest en est. Tigers de Medicine-Hat. Je pense que tout le monde est extrêmement heureux, surtout les gens de Rimouski. Surtout les gens qui vont assister au match. Gavin McKenna, le futur prodige de la Ligue nationale, sera à Rimouski lors de la Coupe Memorial. Les Tigers de Medicine-Hat qui ont traversé là, avec facilité. Ouais, quand même, beaucoup même. Les séries de la WHL, là, on vous dresse un portrait bien rapide, là, ça n'est pas compliqué. Première round, on a échappé un match contre Swift Current, mais on a gagné en 5. Deuxième round, en 4 contre Prince Albert. Demi-finale, en 4 contre Lethbridge. En finale, on se dit, l'autre bord, Berkeley Catton. Andrew Crystal, l'autre bord. Ça va être top, ça va être... Non, en 5. En 5. Complètement débile. Elle est fou. Ça a été des séries extrêmement faciles. Dans les dernières années, l'équipe de l'Ouest à la Coupe Memorial, on était là en finale, là. Seattle est en la finale contre Québec il y a 2 ans, là. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. C'est qui? C'était Korchinski qui était là, je pense. Il me semble que Korchinski était assis. Ça se peut très bien. Oui, ça fait trop dans les années. Ouais. Mais surprenamment, vas-y. Non, vas-y. Non, je te laisse continuer. Tu t'en allais. Non, mais je voulais commencer à adresser le portrait, ça c'était vas-y. à dire avant. Okay. Non, j'allais parler du gardien de Medicine-Hat. On parle beaucoup de Gavin McKenna, mais le gardien de Medicine-Hat, pour de vrai, il a gaulé tout que des playoffs. Il a été nommé MVP des séries de la WHL. Harrison Menegan, gardien de 20 ans, qui a été repêché l'année passée en 7e ronde par le Lightning de Tampa Bay, qui a signé son contrat pro dernièrement. Il y a 3 blanchissages en séries éliminatoires. Il y a plusieurs victoires. Effectivement. Il a quand même sorti la grosse attaque puissante des Chiefs de Spokane. Je pense que Berkeley Catton, 41 points. Crystal, 40 points, 20 goals en playoff. Ouais, true, c'est vrai. Je l'ai même pas senti. Puis quand on parle des Tigers de Medicine-Hat, mais on pense et on parle souvent, tout le temps, et avec raison de Gavin McKenna. Notre Gavin national a encore connu d'excellentes séries. Ça a été le meilleur joueur de cette équipe-là.
et ça a été le meilleur joueur sur la patinoire à tous les matchs. 38 points en 16 matchs en séries éliminatoires, 9 buts, 29 passes. Mais c'est pas juste Gavin McKenna, Mélicinate. On en parlait off-cam, là, toi, t'aimes bien gros le top 6. Oasis Westblatt, le joueur de 20 ans, capitaine de cette formation-là, partenaire de trio de Gavin McKenna, c'est un excellent duo, les deux. Là. 29 points, le capitaine de l'équipe. Bryce Pickford, défenseur. La petite histoire, Bryce Pickford l'année passée, il n'a pas été repêché. Là. Puis j'ai lu hier où j'ai écouté un podcast aussi. Il s'est passé quelque chose dans sa vie là, qui l'a bien shaké, qui a affecté sa saison. Donc, finalement, il n'a pas été repêché. Explose complètement cette saison. Défenseur offensif. 24 points en 18 matchs, 13 buts en série. Moi, je ne mets pas les Tigers de Mélicinate en finale dans mes prédictions. Moi, je sais que t'es Mais ils ont quand même le meilleur attaquant, je pense, du tournoi en Gavin McKenna et je pense qu'ils ont le meilleur défenseur du tournoi en Tanner Molendyk. Défenseur, tu sais, Tanner Molendyk, c'est pas un défenseur qui va vous exciter par ses statistiques, mais en ce moment, c'est un défenseur pro qui joue avec des juniors. C'est littéralement ça. Il est excellent. On l'a vu au dernier championnat mondial de hockey junior. Ryder Ritchie est là. Pas un gros producteur de points, Ritchie, mais excellent sur 200 pieds. En plus d'être capable d'amasser le point par match en série. C'est excellent. Hunter Saint-Martin, qu'on connaît moins, espoir des Panthers de la Floride. Fait partie du top 6. Puis c'est qui les deux autres? Là? J'ai Saint-Martin, Ritchie, Westblatt, McKenna. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça, j'avais oublié. Et le retour du grand blessé Caden Lidstrom, qui est revenu en finale, qui a joué les 4 derniers matchs, a fait 4 points. Comment tu l'as trouvé? 4 matchs. Je ne l'ai pas trouvé mauvais. Je pensais qu'il allait être plus rouillé que ça. Pour de vrai, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne touche de finisseur. J'ai trouvé qu'il ne s'est pas impliqué tant que ça physiquement, par exemple. Là. Je m'aurais attendu à une implication plus physique. Peut-être qu'il ne veut pas se reblesser aussi, fait qu'il va plus mollo. Mais moi, c'est pas mon boy en esti. Fait que dans le temps, là, je te dirais dans le temps, l'année passée, quand on voyait le duo défensif de Caden Lidstrom et de Malcolm Spence là, avec Team Canada, qui était mis sur un trio puis un duo en piqué, je trouvais qu'ils étaient excellents les deux défensivement. Puis on dirait que les deux ils ont essayé de se lancer avec beaucoup d'offensives. Puis on dirait qu'ils ont tellement négligé le côté défensif que moi, ça me tanne un petit peu. J'ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé tant rouillé, mais je trouvais qu'il cherchait quand même ses repères un peu dans le sens où que. Lidstrom, ça? Ouais. Moi, j'ai trouvé extrêmement rouillé. Ouais, moi, je trouvais que la touche offensive était encore là, mais je trouvais que sa game en général, je trouvais que dans sa zone avant ça, je trouvais que la pression qu'il mettait sur le défenseur, il y avait plus de puissance dans ses patins. Je pense que c'est normal. Ouais, je pense que oui. Ça fait 1 an qu'il n'a pas joué au hockey. Ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. Je pense que c'est. Je ne dis pas ça parce que je ne suis pas d'accord, là, mais je me suis également posé la question. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de punch dans son jeu. Là. Ouais, je trouvais moins. J'ai l'impression qu'après 1 an, là, toutes ses aptitudes sont toutes genre. Ils ont toutes diminué de 10%. Là, puis là, il va remonter ça. C'est un homme parmi des enfants. Là. Pour de vrai, c'est un bœuf, ce gars-là. Encore, oui. En protection de rondelle, il était super fort. Mais je trouvais qu'il manquait d'intensité. Ses batailles, il gagnait à cause de sa force, mais je trouvais que son intensité n'était pas toujours présente. C'est ce que j'ai remarqué. Là. Mais c'est une bonne nouvelle en général. C'était le cas avant sa blessure aussi. Ouais, mais c'est une Christy bonne nouvelle pour de vrai qu'il soit revenu. Mais dans le fond, Mélicinate ont gagné en finale contre Spokane parce que Lidstrom est revenu en finale et Andrew Bacha est revenu en finale. C'est des joueurs qui sont fait drafter l'année passée, mais ça reste deux gars avec de l'expérience. Oui, mais deux gars que tu ajoutes à ton club en finale. C'est sûr que Spokane n'avait pas de chance. C'est 2 gars de premier plan. Parle-nous-en d'Andrew Bacha. Moi, je ne suis pas un fan, là, mais je sais que tu l'aimes bien. Ouais, ben moi, j'aime son intensité. C'est pas un gars c'est pas un gars que tout le monde aime. Moi, c'est ça. Moi, j'aime son intensité. C'est pas un gars qui va t'apporter
extrêmement d'offensive, mais je le trouve très responsable dans les 3 zones. Je le vois un peu comme une petite peste. Il est capable d'aller chercher le trouble un petit peu. C'est pas le gars qui est le plus fort physiquement, mais tu sais, c'est un peu. Ouais, je le vois un peu comme une petite peste qui est capable d'aller chercher, d'aller agiter devant le filet adverse, d'aller ramasser des garbage. Tu le Il fait, vois, est-ce il que fait tu un le peu vois, le boulot, le sale boulot, mettons. est-ce que, intéressant ça, est-ce que tu le vois potentiellement se développer comme je sais pas comment le dire, comme une peste, mettons, sur le troisième trio, genre? Ben, moi, je pense que c'est le même qui devrait se voir, en fait. Là. Ah ouais, hein, c'est intéressant. Je pense pas que ça va être un gars de top 6. Je ne sais pas exactement son gabarit, mais je sais que sa glace, il paraît pas super gros, malgré qu'il mesure 6 pieds. Moi, je trouve pas pantoute qu'il joue pour un gars de 6 pieds, 190 livres. Là. Ouais, c'est fou, hein? Je le trouve vraiment plus petit sur la patinoire. Mais il a pas peur d'aller dans le trafic, là, pour de vrai. C'est sûr que l'ajout de Lidstrom et l'ajout de Bacha en finale, ça a changé la donne, ça, c'est clair. Ouais, hein, c'est fou. Puis ça vient solidifier le deuxième trio aussi. Là. Avant ça, tu avais juste à checker, même s'il n'était pas capable de le checker, là, mais tu avais juste à checker le premier trio, puis après ça, ça droppait quand même beaucoup en profondeur. Là. J'ai demandé à ChatGPT comparaison NHL Andrew Basha. T'en as-tu une dans ta tête? Ah, on dirait qu'on met tout le temps Sam Bennett. Ça me gosse aussi, Ouais, mais ça, moi, la comparaison qu'il me donne, ChatGPT, je vais te le dire, je l'aime pas tant, mais c'est parce que moi, Andrew Basha, je l'aime pas tant non plus. Là. Je le vois vraiment pas dans ma soupe. Il me donne Jordan Kyrou. ouais, moi, je trouve ça trop offensif pas mal. Basha, Kyrou, moins ouais, offensif. ouais, je trouve que Kyrou, ouais. Puis tu sais, Kyrou, c'est pas comme un gars qui va jouer vraiment dans le trafic. Plus un fabricant de jeu, finisseur. Ouais, on dirait qu'il. Ouais, non, je pense, moi, Intéressant. j'aime pas bien, bien. Intéressant. C'était juste pour mettre un petit peu de piquant dans la conversation. Euh, Parmi les espoirs 2025, mais on vous a parlé un petit peu de Bryce Pickford, que malgré le fait que c'est un overage, est quand même assez haut sur les listes. Ça pourrait être. Je pense que ça va être le premier joueur overage repêché de ce repêchage-là. Euh, Début de troisième round, il pourrait même aller en deuxième round. Je ne suis pas nécessairement Intéressant. que je suis d'accord avec ça, là, mais sur les listes en ce moment, il s'oriente dans ces eaux-là. Il y a également son partenaire de défense dans la brigade défensive des Tigers, c'est Jonas Roux, défenseur 5 pieds 11 de mémoire, qui est admissible au prochain repêchage. Moi, c'est un petit défenseur que j'aime beaucoup. Je le trouve très responsable défensivement. Il me fait penser à Francis Bouillon un petit peu. Là. Il est trapu, sauf que c'est ça. Il fait la job qu'un défenseur de 6 pieds 2 peut très bien faire. Mais bon, malgré son petit gabarit, je trouve qu'il couvre quand même beaucoup d'espace défensivement. Il jump rapidement sur le porteur du disque, revient rapidement à sa place. Mais bon, on parle d'un espoir lointain, là, mais j'ai quand même aimé ces séries éliminatoires. Il a un peu joué en saison. Là. En ce moment, il y a un rôle de. Chez les Tigers, il y a un rôle de Quatrième défenseur. quatrième défenseur. On ne fait pas d'erreur. Jonas Wu, en ce moment, on ne le voit pas sa patinoire. Il fait sa petite job, il le fait très bien, il fait peu d'erreurs. C'est ce qu'on lui demande. Il le fait bien. À surveiller, Jonas Wu. Ouais, moi, Il j'ai y trouvé qu'il y a-tu. avait. Vas-y. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même relativement des bonnes mains. J'ai vu transporter la rondelle à l'occasion, des beaux flashs offensifs, Let's go. sans dire que c'est sa force. Là. Mais tu sais, oui, défensivement, je le trouvais très responsable. Un gars qui joue safe, là, il ne cherche pas les jeux fancy, mais je trouvais qu'en zone offensive, quand il descendait dans la zone, il était capable de déjouer un ou deux joueurs. Tu sais, il jouait quand même avec confiance, puis il n'est pas stressé. Je le trouvais calme avec la rondelle. Là. Oui, tu as raison. Tu as raison. Une belle confiance, une belle patience avec la rondelle lorsque la situation lui permet. Pour les intéressés, là, Jonas Wu, défenseur, 43 points en 57 rencontres en saison régulière. Il a acheté 11 passes en 18 rencontres en éliminatoire. Bryce Pickford,
J'ai dit tantôt 24 points en 18 matchs en série, 13 buts. En saison, 47 points en 48 matchs, 20 buts, 27 passes. Fait que, ouais, on est un défenseur qui marque des buts. Les défenseurs offensifs, on a plusieurs, je pense, dans le repêchage. Moi, je te laisse te dire ça. Mais des défenseurs offensifs qui marquent des buts, on en a moins pas mal. Brad Pickford en fait partie. Keshawn Hutchinson. Keshawn également, tu as raison. Blake Fedler aussi. Et, Ouais. Puis on a parlé en début, mais on va closer en remettant la couronne de champion à Harrison Menegan, qui a été le MVP du tournoi, gros gardien. CHL, là, quand une équipe contender pour la coupe, tu te prends un gardien de 20 ans. Avoir un vétéran de 20 ans dans le filet, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de formations qui ont des cerbères de 20 ans. Il y en a une seule avec Memorial qui va commencer le tournoi sans un gardien de 20 ans. Donc voilà pour les Tigers de Medicine Hat. Toi, t'es en finale, hein? Yes. On va vous dire nos prédictions à la fin du show. Dans la Ligue de l'Ontario, aucune surprise ici. Les Knights de London, des hommes parmi des enfants. C'est totalement ça. Facilement ont remporté le championnat de la Ligue de l'Ontario pour une deuxième saison consécutive. Écoute, on a battu Carter George et l'attaque de One Sound en première ronde en 4 matchs. On a battu les Otters derrière sans Matthew Schaefer, mais avec Malcolm Spence en 4 matchs au deuxième tour. Kitchener en 4 matchs au troisième tour. Et bon, pour la forme, on a donné un match à Oshawa, juste pour nous rappeler qu'est-ce que ça faisait de perdre, mais on a remporté les grands honneurs en 5 rencontres. Aïe, aïe, aïe. Les Knights de London sont l'équipe de la CHL qui ont le plus d'espoir, qui appartiennent à des équipes de la NHL avec un total de 12. Easton Cowan, Toronto. Sam Dickinson, San Jose. C'est du lourd, ça. Première ronde. Sam O'Reilly, première ronde, Edmonton. Casper Altunen, début de deuxième ronde, San Jose. Casper Altunen, MVP des séries. Denver Barkey, Philadelphie. Jacob Julien, Winnipeg. Oliver Bong, du solide, à Philadelphie. Blake Montgomery, Ottawa. Jared Rooley, gros défenseur, Los Angeles. Jesse Nurmi, le Finlandais, Islanders. William Nicol, Edmonton. Cam Allen, le gentil Cam Allen, Washington. C'est du lourd, là. C'est du lourd. Puis on a Landon Sim, qui n'appartient plus, étant un joueur de 20 ans, n'appartient plus à une équipe de Ligue nationale, mais a été repêché il y a 3 ans par les Blues de Saint-Louis. Puis voilà. Je ne sais pas par où commencer, même London. Je vais dire les pointeurs des séries. J'ai adoré les séries Casper Altunen, premièrement. Okay, je vais y aller demain. J'ai adoré les séries Casper Altunen. Je les ai adorées. C'est un shooter. Il a fait mal à bien des équipes. Il a marqué des gros goals, des buts importants. Il a terminé les séries avec 21 points en 17 matchs. Il a gagné l'MVP. Je ne suis pas un gars de points, là. Sauf que, tu sais, j'ai écouté les matchs, là, puis j'ai de la misère à passer à côté d'Easton Cowan. Puis je suis pas un fan. Ah, clairement. Mais Easton Cowan, les playoffs qui est connu, l'impact qu'il avait sur un match, c'est lui qui contrôlait le jeu la majorité du temps. Puis en plus, tu m'ajoutes une belle position offensive de 39 points. En 17 rencontres. 18 de plus que Casper Altunen en 17 matchs. C'est plus que 2 points par match. Ben 15. Puis tu sais, plus 25. Altunen est plus 10. En tout cas, Altunen a 15 buts, Cowan a 13. Mais bon, écoute, je ne ferai pas un plat avec ça. J'apprécie le fait qu'on a donné le gagnant un choix un petit peu fancy. J'apprécie ça. Mais c'est parce que j'avais trop de Easton Cowan, je ne comprends pas comment tu peux passer à côté avec des séries qu'il a connues. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, Sam Dickinson, moi, j'ai regardé peut-être 2 ou 3 matchs en finale contre Oshawa. Puis, j'aime pas ça dire ça, mais j'ai trouvé que défensivement, il avait fait la job. Là.
sais, man, des fois, des 2 contre 1, man, ce qu'on lui reprochait, man, c'est son timing qui était vraiment pas bon, man. Il y avait un petit Ah, moi, je le timing de trouve encore merde. pas bon. Là. J'ai trop Puis, d'exemples man, qu'il est encore nul, par exemple. ouais, mais en finale, man, j'ai trouvé, il a fait des glissades, man, en 2 contre 1, une glissade parfaite. En tout cas, c'est des séquences qui jouaient bien, là. Mais j'ai trouvé qu'il y a eu des Christy de belles playoffs pour de vrai, en général, là. C'est sûr que Ben, tu peux pas être parfait sur 17 31 matchs, là, points à 17 matchs, là, c'est sûr que tu as beaucoup d'arguments pour toi. Moi, je l'aime pas, je le déteste. Je déteste son jeu. Je le trouve à risque. Il y a encore beaucoup trop de déchets dans son jeu. Ah, mais ça, je suis d'accord, mais j'ai trouvé je le Ben, trouvais moins pire. Sans dire qu'il était bon, ouais, je trouvais qu'il était moins pire. il s'est amélioré comme n'importe quel joueur de 18 ans devrait s'améliorer. Ouais, mais tu sais, avec une production offensive de même, ça va quand même rester un Ouais. gars. Moi, je vois, là, Sam Dickinson, c'est Evan Bouchard. Moi, c'est Ouais, ça, ça, je le j'allais trouve bien. dire, ouais. C'est un peu. Ce Ouais, qui, ce qui la est manette de Xbox, c'est extrêmement débranché. correct. C'est extrêmement correct. C'est juste que moi, c'est des défenseurs qui me font sacrer, mais écoute, Evan Bouchard, Ah, avec puis. la façon qu'on descend le Norris, à un moment donné, il va en gagner un. Là. Ouais. Ah, puis tu sais, on dirait qu'il y a une prestance à la patinoire. Tu sais, il est beau à voir aller vers la zone offensive. C'est dans sa Ouais, zone il que est ça se passe, élégant. là, Ouais, les ouais. cafouillages, man. Ben, moi, c'est Mais bien tu qu'il sais, patine de reculon qui est là. Tiens, il est patine d'avant, il est beau. ouais. Mais non, mais tu sais, t'aurais pu le donner à quand même. Tu sais, Devin Borky, je pense qu'il s'est blessé. Hein, ouais, c'est ça, il a Ouais, il joué a cette joué du série. match. Mais il a bien commencé les playoffs. Tu sais, c'est sûr que Moi, j'ai Watson, c'est pas adoré facile. Sam O'Reilly. Là. Ouais, ben Sam Riley, c'est classique de gars qui va tout te donner sa Ah, patinoire. wow, hein, classique du gars de playoff, man. Je suis pas en train de te dire que je lui donnerais le MVP, là. Mais Mais tu sais, ils ont tous. C'est vraiment une équipe qui est crissement bien balancée. Puis que tous les joueurs ont leurs utilités. Tu sais, mettons, je suis pas mal sûr que Dale Hunter, man, son 4e trio, là, ils n'ont pas joué, ils ont pas joué des 4-5 minutes par match. Moi, ça jouait du 10, du 12 minutes par match. Je suis pas mal sûr que c'était quand même relativement bien balancé, son affaire, là. ben, je suis content que tu en parles parce que les Knights de London, j'en parlais un petit peu tantôt, ils ont 2 espoirs admissibles au prochain repêchage. Puis 2 espoirs qui sont un petit peu dans l'ombre parce qu'ils ont, tu sais, on vous l'a dit tantôt, là, il y a 12 espoirs NHL slash, tu sais, 12 et demi avec London Sim, genre. Henry Brustowitz, le frère d'Hunter, hein? C'est Hunter Brustowitz, hein? Yes. Il est rendu où, Hunter, lui? Hein? Il a-tu joué C'est à NHL? Calgary. C'est à Calgary. Il jouait Il a dans la joué Ligue des américaine. games? Je pense Dans qu'il a la joué Ligue dans la Ligue américaine? américaine. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais C'est un peu un Sam Dickinson. Gros talent offensif. ouais. Ouais, mais oui, mais non. Offensivement, là. Ben oui, offensivement, oui. En termes de production offensive, oui. Mais Henry Brustowitz, le frère d'Hunter, est dans l'équipe. Un espoir qui est quand même bien coté au prochain repêchage. Moi, je ne l'ai pas dans ma soupe. Là. Je trouve qu'il manque un beau gros défenseur, par exemple. Mais il manque encore un peu de mobilité et un peu de coordination dans ses mouvements. Là. Je trouve que des fois, il se fait prendre dans ses pivots, il se fait prendre de vitesse. Mais le potentiel, il est là. Donc, à surveiller Henry Brustowitz. 42 points en 67 matchs en saison régulière. C'est quand même c'est une bonne saison là, pour un défenseur à son année de repêchage. 5 points en 17 matchs en séries éliminatoires. Son temps de jeu a diminué, pas parce qu'il n'est pas bon, là, c'est juste parce que en série, les Top Guns ont pris plus de glace. Ça l'a enlevé aux joueurs de soutien. Puis on a un autre espoir là, que je veux vous attirer l'œil. Ivan Van Gort, un petit attaquant. 41 points en 64 matchs en saison régulière, seulement 5 points en 13 matchs en séries éliminatoires. Dans le même bateau là, qu'Henry Brustowitz un peu. Moins de temps de jeu en série. Mais Ivan, là, c'est un petit attaquant, là, mais j'aime sa fougue. Il est bon défensivement. En repli défensif, il est archi prompt. Peut-être un des meilleurs de son équipe. Il va être très bon avec son bâton défensif, va pour checker la rondelle. Très bon pour soutirer la rondelle, là, sournoisement à l'adversaire. Bref, je l'aime beaucoup. Des espoirs plus lointains, Ivan Van Gort. Mais voilà. Mais tu sais, comme je te disais, là, en Ouais. finale, ça a joué. Van Gorp a joué 11 minutes. Brucevic a joué 13 minutes. Tu sais, ça jouait, tu sais, ils n'ont pas joué du 2 puis du 3 minutes. Là, tu sais, ça a été. Moi, je trouve qu'il quand même, il gère quand même vraiment bien son line-up. Puis je trouve que tu sais, tous les joueurs ont des rôles. Tu sais, Oh oui, comme tu as Van, tu raison. sais, le C'est quatrième pas. trio, là,
sais, c'est comme plus agitateur, tu sais, Van Gorp, puis j'imagine tu dois avoir un Nicole, puis peut-être un Montgomery, mettons, là. Non, moins que ça, peut-être. Peut-être un Ouais, Jesse moi, ça, Nurmi. Peut-être Jesse Nurmi, mais en tout cas, je trouve qu'il utilise vraiment bien son line-up, puis les joueurs, ils ont vraiment un rôle un peu comme on parlait de Team Canada, là, tu sais, c'est vraiment des rôles où ils sont super bien placés, là. Puis, ben, ça a fait, en fait. Là, ouais, là mais quand t'as je des. checkais, Écoute, les Knights of London, c'est une équipe de la ligne américaine. Là. C'est facile de mettre les je joueurs à checkais, bonne chaise. Là. je checkais le temps de jeu maintenant. Puis Sam Dickinson, en finale, le dernier match, il a joué 36 minutes. Ouais, j'ai vu ça. Je l'ai vu ça. Tabarnak! Ouais, je 36 l'ai vu minutes. ça. Wow. Ouais. Oh, ouais, mais c'était pas le pire. Un moment donné, j'ai vu un 40 minutes, puis c'était sur 60. Un 40 minutes sur 68 minutes, genre. Tu sais, ouais, c'était malade, non? C'était fou. Je ne même pas c'était pas d'un prep school ou ben enfin la même. Là. Ah, mais Je peux man, pas check te ça. dire. Hey, je peux-tu passer sa moyenne? Tu sais, je suis allé voir une game contre les Rangers de Kitchener. Il a joué 36 minutes 18. Man, sa moyenne de temps de glace, ça a été de 27 minutes cette année. Ben, Ce qui tu est sais, correct, là, mais. il joue aux 2 tours, puis il est 2 minutes, ça aide là sur le powerplay. C'est tout. Ben, 6 minutes, c'est sur le powerplay. Ouais, c'est ça. C'est quand Hey, qui sont 36 minutes, c'est ça. C'est que tu joues aux 2 tours, tu joues 30 minutes, puis il y a toutes les powerplays, les deux ouais. minutes. Man, il a joué 30. Cette game-là, il a joué 34 minutes, 6 minutes, 7 minutes de powerplay, 5 minutes de piqué. Es-tu capable d'aller voir la game que les Knights de London ont perdu? Le seul match qu'ils ont perdu, c'est le match numéro Yes. 2 en finale Ouais. contre Oshawa. Ouais. Va voir le nombre de punitions que les Knights de London ont pogné. Je pense qu'on était je pense qu'on était en fin de deuxième période, là, puis Oshawa, il était genre 1 en 10, ce powerplay. C'était malade. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11. 11 punitions. Voilà. 11 C'était fou. punitions. C'est pour ça qu'ils ont perdu, man. Ils ont passé la game en piqué. C'était Hey, malade. hey, hey. Sam Dickinson a fait 11 minutes sur le piqué. Ouais. Combien de 11 minutes, minutes. ce match-là? Il a joué 36 minutes. 36 minutes, ouais. Hey man, c'est du temps de jeu en maudit pour de vrai. Là. Hey, cette game-là, tu sais, 36. Là, on s'en va un peu plus loin. Là. 36. Après ça, elle, il a joué 31. Elle, il a joué 35. Puis elle, il a joué 34. Puis la dernière, il a joué 36. Fait qu'il a joué tout en haut de 30 minutes, ces matchs, man. Ça a l'air tout un cheval, man. Ça doit être un esti de cheval, genre. Ouais, mais c'est ça. Et ça, on est obligé de le reconnaître. Là. Puis, il faut que je reconnaisse ça parce que je le dis souvent. Là. Tu sais, moi, Sam Dickinson, je vois beaucoup de déchets dans son jeu, mais comme beaucoup de déchets qu'on verrait dans probablement tous les défenseurs qui jouent trop de minutes. Tu Ouais, c'est comprends-tu? ça. C'est Il n'y ça. a pas un être humain asti, qui peut jouer 36 minutes sur 60 sans faire sans être mentalement à 100% tout le temps là Ouais. pour ne pas faire d'erreur. Fait ça, il faut que je donne, par exemple. Là. Avec un temps de jeu plus pas respectable, là, mais juste un temps de jeu, il pourrait à 25 minutes, là, Sam Ouais. Dickinson dans Wachell, mais peut-être que c'est déchets que je vois qui me gossent, mais il diminue peut-être de moitié et plus. Non, c'est sûr, mais tu sais, à ce qu'on peut voir, c'est tout le temps lui qui doit être utilisé contre les meilleurs joueurs l'autre bord aussi. Là. Avec souvent, tu sais, En plus. ça l'aide pas, là. Ouais. Ça, c'est clair. Sauf que, tu sais, Ça, avec ça Oliver n'empêche pas. Blank, tu sais, je veux dire, on T'as a ta des petite bons. sûreté, là. Ouais, là. C'est pas difficile, là, jouer pour les Knights de London en ce moment. Ah, clairement pas. C'est pas Clairement difficile. pas. Puis là, la question, ben, la suivante, hein, est-ce que Denver Barkey va jouer la Coupe Memorial? Parce que là, le dernier Bonne match qu'il question. a joué, c'est Il le s'est blessé 15 en juillet. finale. Il s'est blessé le dernier match de la finale. Ben, moi, j'ai l'information qu'il a juste joué un match dans la série contre Kitchener, puis il a juste joué un match dans la série contre Oshawa. Ouais, puis c'était le dernier contre Oshawa. Il a joué 3 minutes, puis il n'a pas joué après. Il dit, OK, là, j'ai demandé à ChatGPT, puis il me dit qu'il va jouer. On verra. On verra si GPT a raison. On a-tu d'autres joueurs qu'on veut parler du côté de London?
penserais pas. Non, on parle pas de Cam Allen. Hein. Mais Cam Allen, si malgré le fait que c'est un peu croche, mais il joue encore des séries honnêtes. Là. Mais tu sais, t'as Cam Allen, Jared Woolley, Oliver Bunge, Sam Dickinson. Ah, c'est du lourd, man. Ah non, man, Henry Brustaway, c'est du lourd. C'est du lourd. Ah, puis gardien des Knights of London, je ne sais pas si vous avez vu ça là, dans les nouvelles, là, mais une saison de 32 victoires, une seule défaite. Ouais, 32-1 cette saison. Austin Elliott, gardien de 20 ans, il sort pas un peu de nulle part, là, mais qui jouait dans la WHL avant. Cette année, il fait le saut. Probablement qu'il appartenait à aucune équipe. Les Knights de London l'ont signé. Explose à London, gardien de 20 ans. 6 pieds 2, 185 livres. Moi, il domine, il est super bon, puis il mérite sa place. Là. Mais en début de saison, ça me fait chier parce qu'en début de saison, il y a les Knights de London ont un gardien, Alexis Medvedev, qui est un espoir bien coté pour le prochain repêchage. Ouais. Parmi les meilleurs gardiens, puis il est vraiment talentueux. Là. Moi, un gardien, il me fait beaucoup penser à Ilya Sorokin. Il est excellent, sauf qu'Eliott, il n'a jamais... Depuis qu'il est embarqué dans le net, ça n'a jamais arrêté, puis ça n'arrête pas encore. Fait que c'est lui qui va devant le filet, malheureusement, pendant le Memorial. Mais les Knights de London, en plus d'avoir un line-up de feu, mais ils ont un gardien de 20 ans très solide en arrière. Fait que au final, London met des synaps, hein? Yes. Wildcats de Moncton maintenant. On s'en vient dans le queue. On va parler des Wildcats. On s'en va plus dans l'Est, hein? Mais on va parler des Wildcats, puis on va se garder l'équipe haute pour terminer le show. Les Wildcats de Moncton, parcours éliminatoire un petit peu plus difficile que Medicine Hat et London, mais tout de même très facile. Je n'ai pas le bracket dans ma face. Là. Ah, mais on a battu Québec en 4. En 4. Bécomo en 5. Bécomo en 5, Rouen en 4. Et Rimouski en 6. Après, on menait 3-0 en grande finale. La troupe de Gardiner McDougall a échappé les matchs numéro 4, numéro 5. On pensait que le doute était installé dans la taille des Wildcats. On est revenu très fort à Rimouski, match numéro 6, pour remporter la Coupe Gilles Courteau. Et le MVP, Caleb Desnoyers! Ça vous prend quoi de plus? Ça vous prend quoi de plus? C'est quoi Caleb faut qu'il fasse? Hey, c'est Caleb Desnoyers, c'est le meilleur joueur québécois. À ça pas, man, des 20 dernières années. Aussi. Depuis Guy Lafleur! Non, c'est pas vrai, je n'ai Mais Wildcats de Moncton, l'équipe la plus vieille de la CHA. 3 joueurs de 20 ans, 15 joueurs de 19 ans. On a quelques joueurs de 18 ans et un seul joueur de 17 ans. C'est Caleb Desnoyers et c'est le meilleur joueur de l'équipe. C'est le chef de file. Suivez Caleb Desnoyers, vous allez à la bonne place. 84 points en 56 matchs en saison régulière. 30 points en 19 matchs en éliminatoire. 9 buts, 21 passes. Son trio avec Juraj Pekarczyk et Julius Sunt a fait des ravages. Le duo Pekarczyk-Desnoyers, il est quelque chose. Ouais. Pekarczyk, 21 points en 19 matchs en séries éliminatoires. Mais on a... Quand on parle des Wildcats, on parle beaucoup de Caleb Desnoyers, puis j'en parle beaucoup, je l'adore. Moi, il est 2e sur ma liste. Mais on a une belle profondeur du côté des Wildcats. Là. Je regarde rapidement, là, on a parlé de Desnoyers, Pekarczyk, de Julius Sunt. On a le gros Gabe Smith. Là. Le gros Gabe Smith, le gros joueur de centre, là, lui il appartient au Mammouth. 22 points en 19 matchs en série. Ouais. Moi, en tout cas, c'est son... J'aimerais ça le voir plus mine, mais il a vraiment son impact dans chaque match qu'il joue. À la défense, on a Étienne Morin, que moi j'avais dans mon équipe canadienne au dernier championnat mondial de hockey junior. 16 points, 20 points en 19 matchs, désolé. Vincent, tu sais, des joueurs de soutien, là, Vincent Collard, le capitaine Marcus Velicek, Alex Mercier. Puis moi, il y a un joueur que j'ai énormément adoré dans la finale. C'est mon coup de cœur du côté des Wildcats. C'est Preston Lounsbury. Un joueur assez méconnu. Là, je pense qu'il a 19 ans. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé sa finale là, intense, fougueux,
finit ses mises en échec, très fort en échec avant, un bon gabarit. Je n'ai pas ses mensurations, là. Je peux dire savoir rapide. 19 ans, 6 pieds, 174 livres. Tu vois, je le voyais plus gros que ça. Mais il a connu vraiment de grosses séries, une grosse finale. Donc, vous jetterez un coup d'œil sur ce joueur-là en séries éliminatoires. Mais moi, ce que j'aime, à part Caleb Desnoyers, ce que j'aime le plus des Wildcats, mais c'est leur. En profondeur. Ouais, puis leur Big Four à la défense. C'est Dylan Gill, Dylan Dylan McKinnon. McKinnon, Locke Johansson, Étienne Morin. Puis t'as Fortier Gendron comme 5e défenseur. C'est tellement un. On n'est pas là dans. On est inférieur à celui des Knights quand même. Mais c'est une brigade défensive là, archi solide. Et en arrière, mais on a probablement le meilleur duo de gardiens de l'histoire de la Ligue. Mathis Rousseau, gardien de 20 ans, gardien de Canada l'année passée en Suède au championnat junior. Puis Rudy Guimond, qui est sorti de nulle part cette année, un choix lointain des Red Wings de Détroit. Il est arrivé à Moncton, n'a pas perdu un match en saison régulière, 16 victoires, 0 défaites. A seulement perdu un match en séries éliminatoires. Moncton, en série, procédait pratiquement. Ouais, on procédait pratiquement exactement à un système d'alternance. Rousseau a gaulé 11 matchs, Guimond a gaulé 9 rencontres. Bref, un excellent duo de gardien, une grosse offensive, Caleb Desnoyers en avant. On peut aller à. Ouais. D'après moi, les Wildcats vont aller à la bonne place. T'as-tu ton opinion? Je suis un peu d'accord avec tout ce que tu dis. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup de profondeur. Je trouve que ils ont un troisième, quatrième trio. Moi, Vincent Collard, je l'aime bien. C'est vrai que je trouve que le top 5 à la def, il est quasiment plus intéressant que, mettons, le top 5 de Medicine Hat, sans dire que, mettons, ils n'ont pas un Molendijk dans leurs équipes, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est ça la différence un peu. Moi, Pekarčič, pour de vrai, Desnoyers, c'est pas mal le joueur par excellence de cette équipe-là. Mais je trouve que Pekarčič, pour de vrai, cette année, il a steppé up, sûrement un peu à cause de Desnoyers. Mais j'ai trouvé que son intensité, son implication physique, je trouvais que pour de vrai, il s'impliquait dans le jeu. Je trouvais qu'il allait au contact, il allait se battre dans le coin, ce que j'avais pas vu, ce qu'on n'avait pas vu en fait l'année passée d'un Pekarčič. Pour de vrai, je trouvais qu'il était beaucoup plus invisible, puis on dirait qu'il renaît de ses cendres un peu. Parce que je pense que l'année passée, il jouait en République, en Slovaquie, lui. Hein? Il a joué à USHL. Il a joué en USHL aussi? Ouais. C'est ça? Ouais. Ouais. En tout cas, je trouvais qu'il n'y avait pas la même fougue qu'il y avait cette année. On dirait que là, il y a l'instinct de vouloir gagner. Pour de vrai, je vais mettre ça sur la faute à Desnoyers, mais je trouve que ça a fait du bien à Pekarčič de jouer avec Desnoyers cette année. Là. Ah, vraiment. Ça, j'allais dire, parce qu'il jouait avec Desnoyers. L'année passée, Pekarčič a joué avec les Fighting Saints de Dubuque en USHL, 59 points, 43 matchs. Quand même. Mais il y a ça en est un, lui, qui a fait le saut dans le Q. Les joueurs qu'on a parlé là, précédemment pourraient faire de même l'année prochaine. Moi, j'ai une finale entre les Wildcats de Moncton et les Knights de London, couronnée par une victoire des Knights. En terminant, l'Océanique de Rimouski, l'équipe haute, malgré que c'est l'équipe haute, là, elle va être vraiment compétitive comme équipe. Là. On a perdu en grande finale contre les Wildcats de Moncton en 6 rencontres. T'as-tu leur parcours éliminatoire? Ouais, 2 secondes. Tac, ça. L'Océanique, ils ont gagné 4-0 contre Charlottetown. Ils ont gagné 4-2 contre les Sags. Ils ont gagné 4-3 contre Shawinigan, puis ils ont perdu 4-2 en finale. Ouais. Ça a été un parcours éliminatoire beaucoup plus difficile pour l'Océanique par rapport aux 3 champions. Mais malgré tout, là, on va être compétitif, là, j'ai l'impression. Puis, c'est pas parce que tu es l'équipe haute et que tu n'es pas champion que tu peux pas gagner. On se rappelle l'année passée. Mais tu sais, on parlait de Moncton, là, mais Moncton en première ronde contre Québec, ça a vraiment été difficile, par exemple. 3 matchs en prolongation, ouais. Ça a vraiment été tough. Mais Moncton, mais Québec ont donné du fil à retard pas mal cette année. Ils sont bien coachés, puis ouais. Mais tu as raison.
Mais je trouve que le line-up de Rimouski, il est peut-être côté défensif que je suis moins certain, on dirait. Ouais. Ouais, on peut faire un petit portrait de l'équipe. Ben, moi, Rimouski, effectivement, là, c'est l'équipe qui a moins de profondeur. Je pense que c'est l'équipe qui a le moins de joueurs repêchés, NHL également. On a six joueurs repêchés, oui. Alexandre Blais, Mathieu Catafort, Alexandre Blais, Anaheim, Mathieu Catafort, Vegas, Matejko, hein, notre pire ennemi, Washington, Basile Sansonance, Vancouver, Luke Coughlin, Floride, puis Spencer Gill, Philadelphie. Rimouski, le cœur et l'âme de cette équipe-là, c'est Jacob Mathieu. Jacob Mathieu, c'est un petit gars de la place, c'est un joueur de 20 ans, ça fait 5 ans qu'il joue à Rimouski. Il est capitaine depuis 2 ans. Son parcours junior se conclut par une Coupe Memorial à la maison en plus. A connu de grosses séries, Jacob. Il est en mission. Je suis pas en train de vous dire que ce gars-là, il y a une projection nécessairement NHL, mais en ce moment, il est très hot. 31 points en 23 matchs en éliminatoire, 17 goals, 14 passes. C'est un petit pitbull. Il frappe tout ce qui bouge. Il est vraiment dominant. Une chance que l'Océanique l'avait en série. Parce que Jonathan Fauchon, qui est l'autre gardien, l'autre joueur de 20 ans, moi, me déçu en séries éliminatoires, surtout en finale. Clairement. Jonathan Fauchon, là, c'est un joueur qui a fait 50 points dans 2 équipes cette saison dans le Q. Il a commencé l'année avec l'Armada de Blainville-Beaubriand, a réussi à faire 50 points. Il est arrivé avec Rimouski. Il en a fait 53. 22 points en 23 matchs quand même là, en série, mais il y a moins d'impact que j'aurais pensé. Moi, je sais que on a vu Mathieu Catafort au championnat mondial junior, mais moi, je ne suis pas un fan. Je trouve que c'est un bon joueur, là, mais il n'y a pas d'aptitude, il n'y a pas de wow dans son jeu, puis il n'y a pas d'aptitude nécessairement qui le démarque, là. Je trouve qu'à part son éthique de travail, là, puis son sens du hockey, là, qui le démarque un peu dans le Q, là. Mais bon, au niveau de la projection, j'ai un peu de misère. Mais bon, 18 points en 12 matchs quand même, là. Je vais lui donner ce qui lui revient. Eric Matejko, pas nécessairement un producteur de points, seulement 11 en 18 en série, mais il se lève dans les gros moments. Ça, c'est Matejko. A marqué en prolongation en séries éliminatoires. On se rappelle ce qu'il nous a fait. Malgré le fait que sa production offensive est un petit peu décevante, d'un gros moment, genre comme à Coupe Memorial, mais Matejko pourrait s'illustrer. Il est tellement gros. Il est tellement gros. Puis ce qui a fait mal beaucoup à l'Océanique en série, mais c'est 2 défenseurs de premier plan, le Spencer Gill, choix de 2e ronde des Flyers l'année passée, puis Luke Coughlin, qui est un espoir des Panthers. Coughlin a joué 9 matchs en série, Spencer Gill n'a pas joué. Donc, c'est 2 défenseurs qui font partie solidement du top 4. Ça leur a manqué vraiment beaucoup à Rimouski. Luke Coughlin devrait jouer la Coupe Memorial. Spencer Gill, c'est moins certain. Là. Spencer Gill a joué 0 match en éliminatoire. Il y avait des rumeurs de retour en finale, mais bon, finalement, ça ne s'est pas matérialisé. Mais voilà. 2 grosses pertes, mais 2 pertes qui pourraient revenir en série. Et malgré l'absence de ces 2 défenseurs-là, mais Rimouski ont chauffé Moncton. Fait que, on a un beau. Ça va être un nasty beau tournoi. Pour vrai, là, ça va être un des beaux tournois. Là, en termes de ce qu'on nous présente sur papier, là, c'est vraiment un beau tournoi. Puis en terminant de mon côté pour Rimouski, mais c'est, comme je l'ai dit au début, c'est la seule équipe qui n'ont pas de gardien de 20 ans à la Coupe Memorial. C'est Mathis Langevin. Ça, il y a 1 an, là, si je vous avais dit que Mathis Langevin aurait été le gardien numéro 1 de l'Océanique à la Coupe Memorial, ben, personne ne m'aurait cru. On le sait, on en a parlé dans les précédents podcasts. L'Océanique, cette année, ont passé Quentin Meller, ont passé Samuel Saint-Hilaire. Puis là, après ça, ils ont donné la pole à William Lasselle, qui est probablement le futur gros gardien de cette ligue-là. Et là, en série, William Lasselle ne fait pas le travail. C'est Mathis Langevin qui a pris la relève. Et là, lui, il a brillé en tabarouette. Mathis Langevin, là, c'est un gardien qui est classé très haut, assez haut au prochain repêchage. Un gardien à bon gabarit. Puis l'année passée, on n'entendait pas parler. Je pense qu'il a joué à Shawinigan quelques matchs. Puis là, il arrive.
de nulle part, il performe. Il a joué 18 matchs en série, une moyenne de 1,57, un pourcentage d'arrêt de 944. William Lassell, là, qui est un excellent gardien à en devenir, a joué dans les mêmes séries que Mathis Langevin, a joué 7 rencontres, une moyenne de 3,36 et un pourcentage d'arrêt de 891. On a vraiment une grosse différence. Clairement. Mathis Langevin est en train de se faire un nom très imposant là, devant son filet. 6 pieds 3, 6 pieds 4, certains. 6 pieds 4, 180 livres. Bref, Mathis Langevin à surveiller de mon côté pour l'Océanique. Je trouve que tu as été quand même relativement complet. C'est sûr que moi, Jacob Mathieu, je l'ai trouvé très bon aussi. J'ai trouvé qu'il avait bien balancé ses trios en playoff. Il ne s'est pas tout mis genre un Matejko avec un Fauchon puis un Mathieu, mettons. Il a mis Catafort avec Matejko, il a mis Fauchon avec Mathieu. Je trouvais que Mathieu, il fitait bien avec Fauchon dans le sens où que je trouve que sans dire qu'il causait des revirements, je trouve que Fauchon, il est moins impliqué dans sa zone. Je le trouvais moins présent. Puis je trouvais que jouer avec un Mathieu, ça balançait quand même relativement bien. Catafort, moi, je le trouve relativement bon dans le sens où je trouve pas que c'est un gars qui fait beaucoup d'erreurs. Je trouve qu'il est bon dans sa zone. Zone offensive, je pense pas que ça va être un grand producteur de points si au prochain niveau, il se rend là. Junior, ça fait la job. Mais tu sais, moi, je trouve qu'il manque de profondeur dans cette équipe-là. Surtout défensivement, là, comme tu dis, un Coghlan puis un Spencer Gill qui sont pas là. Ça met beaucoup de pression à Pierre-Olivier Roy, là, pour de vrai. Défenseur de 20 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Ça y met beaucoup de pression parce qu'à part ça, la cassure, elle se fait quand même assez rapidement pour le côté défensif de l'équipe. Mais tu as raison de parler de Théo Roy. Là. C'est ça, c'est pas mal le meilleur défenseur de cette équipe-là. Mais je pense qu'après ça, j'ai hâte de voir comment ils vont être capables de se sortir de des gros matchs contre London puis Medicine, même contre Moncton, en fait. Là. C'est sûr que c'est un match sans lendemain, par exemple. Là. C'est des matchs quand même qui ne pardonnent pas. Là. Tu n'as pas bien le droit à l'erreur. Fait que, peut-être que. Moi, j'ai vois comme dernier des 4. Là. Mais puis là, on parle pas, on n'a pas parlé d'Alexandre Blais, là, qui a été le meilleur pointeur de la année cette saison. Moi, j'ai pas aimé ses séries, j'aime pas le joueur. Il était sur Hartford List l'année passée, là, mais au niveau junior, peut performer, peut être un élément important avec Memorial. Même si là, on n'a pas des grosses productions de points, là, j'ai beaucoup aimé les séries de Maxime Coursol et de Maël Saint-Denis. Maël Saint-Denis, là, c'est un joueur qui cherche la merde sur sa glace. Là. J'aime bien ça. J'ai l'impression qu'il peut s'amuser beaucoup à la Coupe Memorial. La question, OK, tu vas aller dans les prédictions plus fancy. On va en faire des prédictions fancy pour terminer le show. La Coupe Memorial, c'est 4 équipes. Chaque équipe joue un match contre chaque formation. Après ça, il y a un classement. S'il y a une égalité à la 3e position, ben, il y a un quart de finale qui joue. Il y a un bris d'égalité qui joue. Sauf que si, après le classement, après 3 rencontres, s'il y a une équipe qui est clairement dernier par les points, si mettons l'équipe dernière, il y a moins de points que l'avant-dernier, mais là, il n'y a pas de bris d'égalité, ça passe directement en finale. Fait que là, il faut que tu fasses ta prédiction avec cette information-là aussi. Donc, va-t-il avoir un bris d'égalité? Bonne question. Je pense que London va finir 3-0. Je pense que Medicine vont finir 2-1, puis Moncton 1-2. Puis moi, je pense pas que Rimouski, peut-être en prolongation, ça va donner des 1 point. Mais je pense qu'il n'y aura pas de bris d'égalité. Je suis pas mal sûr que non. Fait que c'est quoi ton classement? London premier, Moncton deuxième? London premier, Medicine deuxième, Moncton troisième, Rimouski quatrième. Demi-finale, Medicine Moncton, Medicine gagne, puis Medicine en finale contre London, puis London gagne. Exact. Parfait, c'est enregistré. Moi, de mon côté, la ronde préliminaire va être gagnée par les Wildcats de Moncton. C'est sûr que le fait de jouer à domicile, en voulant dire de jouer au Québec. Ouais.
C'est là que je m'en vais. C'est un autre aspect, là, mais je vais te laisser y aller parce que moi, je ne changerai pas mes prédictions pour ça. Moncton va finir premier de la ronde préliminaire. London, deuxième. Medicine Hat, troisième, puis Rimouski, quatrième. Il va y avoir un bris d'égalité entre Medicine Hat et Rimouski, que Rimouski va gagner. Ils vont envoyer Medicine Hat en congé. Rimouski vont jumper en demi-finale contre London. London va gagner la demi-finale et va gagner la finale contre Moncton. OK. Fancy. Très fancy. Vous avez nos prédictions. Je pense que Easton Cohen va être le MVP de la Coupe Memorial. Oh, tu y vas avec le MVP en plus? OK. Alors, ouais, tu veux y aller MVP? Mais moi, mon MVP, ça va être Sam Dickinson. Non, c'est pas vrai. Coupe au montage. Ça va être qui, moi, mon MVP? Je vais y aller à London parce que London va gagner. Sam O'Reilly. Ah, va dire avec Oliver Bunk. Non, Bunk, je pense pas. Ça sera moi, je pas pense que t'as pas le O'Reilly, choix. mais O'Reilly, c'est T'as pas un le choix d'y bon bet, man. Ouais, Je veux t'as pas y pas aller le avec choix Petunen, mais je n'irai pas avec O'Reilly non plus. Je n'irai pas avec Bunk. T'as pas le choix d'aller avec Easton Cohen. Man. Il l'échappera pas deux. Excusez, 2 fois. Ouais, c'est ça. C'est que c'est tough, hein. C'est que c'est tough. Mais ouais. je pense que Dickinson a des changes et tout. Man. Non, moi, Dickinson, oublie ça. OK, attends un petit peu. Là. Mon MVP, là, donne-moi 2 secondes. Là. Je vais aller voir. Vas-y avec Elliott. Ben, dans une défaite, ça va être Caleb Desnoyers. C'est ça ma prédiction. Je ne penserais pas que ça arrive. Là, mais... Parce que Caleb est trop fort. Ça va être le prochain Jean-Sébastien Giguère. Hey, vous l'aurez appris sur le Streetcard Podcast. Non, mais Jean-Sébastien Giguère, il avait gagné le Conn Smythe, lui. En perdant. En perdant, voilà. Comme McDavid a fait aussi. Ouais. Hey! Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Hey, bonne Coupe Memorial à tout le monde. Nous autres, on va faire un podcast après la Coupe Memorial pour faire un retour sur nos prédictions puis sur nos observations sur le tournoi. Ça commence demain soir. Match entre l'équipe haute, l'Océanique de Rimouski, qui affrontera les champions de l'Ouest, les Tigers de Medicine Hat et Gavin McKenna. Sois là! Ciao!